bonjour à tous. On va lancer cette conférence qui s'appelle donc Transformation agile et passage à l'échelle, retour d'expérience de la direction informatique du groupe Renault. Tout de suite, on remercie les sponsors. Renault Digital est sponsor et il nous donne ce slot pour vous présenter ce retour d'expérience. C'est super important d'avoir ce genre d'événement, je pense, pour partager entre nous. Nous, agilistes, et nous qui sommes en pleine transformation ou qui allons y être. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Avant toute chose, un petit tour de table. Je vous propose de commencer non pas un par un, mais y a-t-il des managers dans la salle, s'il vous plaît? Managers, ok. Des PO, ok. Et des professionnels de l'agile? Scrum Master, coach, ok, pas mal de coachs et de Scrum Master. Ouais. Ok, super. Première question, et là j'ai besoin de vous, messieurs. Non. Je suis coach. Je suis coach sur la transformation de la direction informatique Renault depuis 1 an, embauché Renault. C'est un périmètre de 3000 personnes à peu près. Et je m'appelle Sébastien Amblard. Voilà, j'ai la chance d'être accompagné de 2 directeurs qui vont se présenter et qui ont des casques pour parler. Je m'appelle Édouard, donc j'ai en charge les systèmes d'information pour les fonctions support du groupe Renault. Alors les fonctions support, c'est les achats, la finance, les RH, voilà, pour les plus grosses. Pour manager ces systèmes, donc j'ai une équipe d'à peu près 400 personnes, un gros quart d'internes dans notre captive en Inde, un petit quart d'internes ici, au Plessis-Robinson, un autre quart de prestataires sur place, sur site, et puis un autre quart de prestataires offshore, voilà, et puis un 5e petit quart qu'on est en train de monter en Roumanie. Denis. Bonjour à tous, Denis. Moi, après quelques années passées dans le monde des réseaux télécommunications et de l'informatique du commerce, j'ai en charge maintenant l'informatique de l'ingénierie au sein du groupe Renault. Ça veut dire que je fournis aux ingénieurs les moyens informatiques pour concevoir et valider, tester les voitures qui seront demain dans la rue. Voilà. Donc l'équipe est constituée d'environ 120 personnes internes en France, 300 personnes internes en Inde, donc j'ai la même équipe en Inde qu'Edouard, et puis environ 200 prestataires. Voilà. Et le parc applicatif global représente 300 applications environ pour l'ingénierie. Waouh. Moi, je pose des questions. Qu'est-ce qu'on fait là, tous les 3? Alors, moi, ce que je fais là, c'est que finalement, on s'engage dans une transformation assez majeure. Et donc, j'avais juste envie de témoigner de ce qu'on avait fait au sein de notre direction. Et puis, j'attends aussi beaucoup de la séquence d'échange qu'il y aura d'ici une demi-heure. Puisque moi, j'ai remarqué qu'en général, les questions des uns nourrissent les réflexions des autres. Voilà, donc, je vais attendre aussi de me nourrir de vos questions pour avancer dans ma transformation. Donc, c'est toi qui répondras aux questions, alors. Mais, donc, moi, j'étais ici l'année dernière, il y a 1 an, ça m'avait bien plu. On peut dire que ça m'a donné quelques idées qui m'ont trotté dans la tête tout le long de cette année. Et puis du coup, j'avais envie de nouveau, à mon tour, de faire part de ce qu'on avait vécu cette année. Voilà. Chacun son tour. Super. Je réponds aussi aux questions. Moi, je suis là parce que c'est le moment où on fait, quand on prépare un événement comme celui-là, un point d'arrêt sur ce qui s'est passé pendant une année là. Et on partage ça. On partage ça avec vous d'une part, mais on partage ça aussi en interne. On a envie de confronter nos collaborateurs à ça. Et c'est très important de servir la communication dans la transformation qu'on fait. J'ai une deuxième question, c'est que ce qu'on apporte avec nous. Bon, je réponds aussi. Ce qu'on apporte, c'est ce qu'on fait vraiment chez nous. Attendez pas une recette de cuisine, hein. On va vous dire factuellement ce qui se passe dans notre écosystème. Alors, c'est moi qui présente l'écosystème. Ça, c'est la courbe de l'adoption d'Agile au sein de la direction informatique Renault. Comment on passe de quelques initiatives artisanales agiles à une coopérative d'artisans d'au moins 80, bientôt 100. Il y a des étapes clés. Dans les étapes clés, par exemple, il y a l'arrivée des formations agiles dans le catalogue officiel Renault. Donc là, les gens commencent à s'habituer à l'agile, à s'inscrire à ces formations et à mettre en œuvre ces pratiques. Ensuite, ça c'était en 2016. En 2017, il y a eu la création de Renault Digital. Renault Digital, des techniques modernes et des coachs en nombre pour booster la transformation digitale de l'entreprise.
Et ça, pareil, l'adoption de l'agile, du coup, grandit avec ça. Il y a aussi une transformation majeure de l'organisation de la direction informatique Renault, qui arrive mi-année 2018. Juste après, il y a Agile en scène. Agile en scène, c'est Renault Digital qui présente la création de valeur grâce à l'agile, avec l'adoption de l'agile dans les projets produits digitaux. Notre retour d'expérience, là, il va s'étendre sur cette période entre Agile en scène 2018 et Agile en scène 2019. Ce qui est important de vous partager, c'est cette fameuse transformation qui a lancé la transformation agile. Ça, c'est la réorganisation de la direction informatique Renault. Qu'est-ce qui se passe chez Renault depuis longtemps maintenant? C'est qu'en face d'un métier Renault, comme l'ingénierie, la finance, etc., il y a une direction informatique dédiée qui gère, construit les outils informatiques de cette direction donnée. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette transformation 2018? C'est qu'on est passé d'une structure pyramidale à une équipe, de leaders qui sont drivés par un de nos directeurs. Donc Denis et Edouard sont dans cette situation. Ils ont sous leur responsabilité des leaders qui sont des domaine leaders et des chapter leaders. Donc les chapter leaders et les domaine leaders ont pour responsabilité d'avoir sous les domaines qui sont des ensembles fonctionnels cohérents des constructions de produits, et les chapters gèrent les compétences pour construire ces produits-là. OK. Il y a une particularité, en tout cas on a décidé de fonctionner comme ça, c'est que chez nous le product owner qui intervient dans les produits des différents domaines est côté métier. OK. Je continue maintenant. Donc si on se focalise sur la direction informatique Renault dans son ensemble, on a l'ensemble des métiers. Et comment on a commencé à mener cette transformation? Le pôle de 80 coachs a dédié une quinzaine de coachs pour transformer ces directions. En l'occurrence, pour chaque direction, 1, 2, 3 coachs en fonction de sa taille. En plus, on a rajouté des agents de transformation opérationnels qui appartiennent à la direction. Ça donne des leviers pour pouvoir agir concrètement. Cette équipe pluridisciplinaire a défini un plan de transformation en 4 étapes. Alors je dis plan, c'est plutôt une avancée en 4 étapes qui va d'un diagnostic, bien sûr, jusqu'à l'ancrage de l'amélioration continue. Elle a aussi défini une vision, et cette vision, elle se base sur 6 axes qui sont l'empowerment, l'orientation produit. Empowerment, je ne sais pas le traduire, c'est trop compliqué. L'orientation produit, l'alignement métier, le modèle capacitaire, l'excellence et la transversalité, et l'amélioration continue. C'est ces 6 axes que je vous propose d'explorer maintenant à travers le témoignage de nos directeurs ici présents. J'ai un besoin, c'est que vous m'aidiez, que vous soyez acteurs de cette présentation et de ce moment qu'on vit ensemble. On a un complice dans la salle qui va essayer de nous timeboxer sur chaque axe. 3 minutes. Il va faire un signe. J'imagine un truc comme ça. Flavien, fais le signe. Ouais, merci. Quand vous voyez Flavien faire ça, il faut répliquer le signe, s'il vous plaît. On sait qu'au bout d'un moment, il faut s'arrêter sur le sujet. Ça vous va? Sur le premier axe, empowerment. Denis, je te laisse commencer. Ok, donc sur l'empowerment, moi j'ai envie de vous partager deux choses qui m'ont marqué. Donc tout d'abord, la première chose, c'est lié à la nouvelle organisation qu'on a mis en place. Sébastien l'a évoqué en juillet 2018. Cette nouvelle organisation, donc effectivement, domaine, chapter, c'est accompagné aussi d'une réduction du nombre de niveaux hiérarchiques. Nous avions, alors si je prends mon cas par exemple, il y avait dans ma direction auparavant 4 départements. Dans chacun des départements, il y avait 4 ou 5 services. Voilà, et ensuite, on trouvait les collaborateurs. Et donc, on a fait exploser ça. Et donc, maintenant, chez moi, j'ai en ligne une douzaine de managers, donc 7 domaines et 4 chapitres. Et les collaborateurs ils sont rattachés donc, ou bien à un chef de domaine ou à un chef de chapitre. Donc, on a réduit finalement d'un cran le niveau hiérarchique chez nous. Donc ça a eu un effet assez immédiat et bénéfique en termes
cadre de confiance entre les managers et les collaborateurs, boucle courte pour les remontées des problèmes et pour le traitement des problèmes. Voilà, donc ça, c'est un premier effet bénéfique qu'on a vu suite à cette nouvelle organisation. Le deuxième point, en parallèle de l'organisation, c'est le changement de mindset des managers sur lequel on a travaillé. Donc pour que finalement on se positionne nos équipes de management beaucoup plus en accompagnement, en coaching, en support, en délégation vis-à-vis de nos équipes et beaucoup moins en contrôle et puis en demande de reporting. Alors j'ai envie de vous partager un des résultats tangibles, peut-être mesurables effectivement, de cette transformation. Tous les ans, on mène une enquête auprès de tous nos salariés et on leur demande leur feedback sur 2 axes. L'axe engagement, donc est-ce qu'ils se sentent engagés vis-à-vis de l'entreprise. Alors sur cet axe, pour être très honnête, on est traditionnellement très fort chez Renault et relativement stable, donc ce n'était pas vraiment l'enjeu. Mais il y a un axe qui s'appelle enablement, et sur cet axe-là, ce qu'on observe, c'est que depuis 2 ans, nos collaborateurs nous disent eux-mêmes qu'ils ressentent qu'ils ont plus qu'avant les moyens pour exercer leur mission. Voilà. Donc pour moi, c'est quand même un signal qu'en termes d'empowerment des équipes, on a fait un progrès important. Ah oui, alors l'axe d'amélioration, donc pour être honnête avec vous, on a encore quelques difficultés finalement en termes de prédictibilité vis-à-vis de certains partenaires qui attendent traditionnellement de l'informatique qu'elle s'engage très en amont en termes de contenu et de délai. Voilà. Donc on a un peu de mal parfois à faire le switch. Bon, pour être honnête avec vous aussi, c'est en train de s'améliorer. Ça s'estompe avec 2 choses. Premièrement, la montée en maturité des équipes agiles qui fait que finalement, elles deviennent plus prédictibles. Et puis le deuxième sujet, c'est le cadre de confiance qui grandit entre l'informatique et le métier avec la mise en place de l'agile. Pour être honnête aussi, il y a une deuxième chose qui disparaît un petit peu parfois quand les équipes sont de plus en plus autonomes, c'est la visibilité sur... Parfois on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est leur avancement? Et donc, sans repasser dans un modèle de command and control, on est amené à mettre en place des outils de mesure pour que les équipes exposent où elles en sont, quels sont leurs obstacles, etc. Waouh. Vous avez vu pourquoi on a besoin du timeboxing? C'est un peu stressant quand même pour ceux qui... C'est vrai. Alors tout le monde le point levé comme ça. Le deuxième axe, c'est l'orientation produit. Alors, l'orientation produit, c'est avant tout un énorme chantier dans les équipes de définition des produits. Sur plusieurs mois lors de l'année écoulée, les équipes se sont réunies, les équipes constituant les tribus, qu'on appelle les domaines chez nous, se sont réunies. Alors les équipes à taille humaine, donc par dizaines de personnes, pour définir quel est leur produit ou leur avec ou sans S. Voilà. Et donc ça a donné lieu à, très concrètement à des séminaires où les équipes se regroupaient, et puis alors je dis se regrouper parfois virtuellement parce que parfois il y a une partie de l'équipe qui est en Inde pour définir leurs produits, et ça donne lieu à une carte d'identité du domaine et puis des différents produits et des équipes. Voilà, donc c'est un travail de redéfinition de l'équipe et du produit. Et ce qu'on entend par produit, c'est un tout en un qui fait que l'activité de l'équipe ainsi constituée contient tout ce qu'on avait tendance à découper auparavant, c'est-à-dire ce qu'on appelait projet et vie-série. Maintenant, on gère tout en même temps. Ce qu'on appelait le change et le run, qu'on continue parfois à appeler change et run, mais qu'on gère tout en même temps dans le même budget. Et puis les activités fonctionnelles ou techniques. On ne fait plus la différence, tout est géré dans le même backlog. Voilà, c'est le backlog du produit. Ce qu'on a du mal à gérer de fait en ayant mis en place ces différents produits, et c'est un peu lié à la notion d'autonomie dont on parlait avant, c'est comment gérer les initiatives stratégiques, les initiatives transverses à l'entreprise, ou typiquement des initiatives techniques qu'on voudrait pousser dans l'ensemble des produits, où on voudrait fédérer les énergies des produits. Et donc pour ça, on est en train d'expérimenter un portfolio management, un product portfolio management. Donc chez moi, c'est à titre expérimental pour l'instant sur 2 des domaines, achats et services généraux, et puis on va l'étendre à l'ensemble de la direction informatique d'ici la fin d'année. Voilà, donc c'est un moment important, ce passage de management à l'échelle des produits. Je rebondis là-dessus, moi j'attends aussi cette démarche de Product Portfolio Management, beaucoup pour nous aider à synchroniser finalement les travaux des différentes équipes produits quand elles ont des dépendances, typiquement par exemple quand elles doivent échanger des données ou partager des données entre elles. Donc c'est un gros levier pour améliorer cet axe-là. Wow. Est-ce qu'on peut passer sur l'axe alignement métier? Oui, je peux faire un petit retour d'expérience sur ce point-là. Donc on a fait plusieurs choses sur ce sujet. On a commencé traditionnellement par construire finalement une vision digitale pour chacun des métiers de l'entreprise. Donc ça, on l'a fait au début du plan.
Et on associe une roadmap digitale pour arriver à cette ambition digitale, finalement, pour chacun des métiers. Et on a mis en place ce qu'on appelle des control towers, donc qui sont des instances communes entre l'informatique et les métiers pour piloter l'avancement de cette roadmap, mais aussi la reprioriser en boucle courte. Et quand je dis reprioriser en boucle courte, c'est vraiment en boucle courte, puisqu'on est, enfin à notre niveau en tout cas, on est sur un rythme hebdomadaire de repriorisation potentielle du portefeuille lors de ces control towers. Donc ça, c'est un dispositif qui marche bien. Et ce qu'on a fait de nouveau cette année, donc depuis le dernier Agile en scène, on a étendu cette démarche finalement au périmètre de l'Alliance. Donc vous savez que probablement que Renault est allié avec Nissan depuis quelques années, presque 20 ans. Et donc maintenant, cette démarche, roadmap digital et control tower, elles sont communes Renault et Nissan. Voilà, nous avons maintenant un plan qui se déroule au sein de l'Alliance. Ouais, bon, et toi, tu avais un cas facile, puisque tu as une fonction, c'est l'ingénierie, une control tower. Même cool. Ouais, très cool. Moi, j'ai 9 fonctions support différentes qui ne se parlent pas, qui sont très différentes. Donc cette année, moi, j'étais un peu en retard pour la mise en place de mes control towers. Je n'ai pas pu les faire hebdomadairement, parce que je ne pourrais pas. Mais donc, selon la taille ou l'importance de la fonction support, on a mis en place ces control towers avec une fréquence adaptée. Merci. On est bon en timing. Là. Modèle capacitaire, qu'est-ce qu'on a mis en œuvre? Alors, modèle capacitaire, c'est un peu la conséquence logique de la définition des produits dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on gérait auparavant les projets et les budgets? On raisonnait uniquement par projet. Au moment où on lançait un projet, on staffait une équipe avec un temps init et puis jusqu'à un temps fin du projet au moment où on déstaffait l'équipe. Maintenant, on raisonne. Alors, il y a aussi des débuts de produits, mais à la limite, il n'y a plus de fin. C'est-à-dire qu'on met en place, on ne présage pas de la fin dès le début. Donc, on met en place une équipe quand il y a besoin d'imaginer, de framer un produit. Et puis ensuite, on va gérer de façon continue, de façon time-boxée, au travers dans les control towers, ce qui va arriver à cette équipe qu'on a mis en place de façon capacitaire. On met en place une équipe de tant de personnes et puis on la fait évoluer dans le temps au fur et à mesure de comment est-ce que l'équipe peut gérer son backlog, quels sont les sujets qui sont affectés à cette équipe. Voilà. Donc au lieu de gérer des débuts et de fin de projet, on gère des fluctuations de taille d'équipe et de l'affectation des sujets aux équipes. Donc c'est un raisonnement complètement différent et qui a un changement culturel progressif. Voilà. Les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est quand on travaille avec des externes. Dans mon domaine fonction support, j'ai pas mal de progiciels, voire de SaaS ou de logiciels qui sont faits à l'extérieur. Donc là, parfois, quand on travaille avec les éditeurs, il y a forcément un temps initial et puis un temps où l'éditeur s'en va parce qu'il a implémenté le logiciel. Donc dans ce cas-là, on conserve une notion de start et end du projet, mais néanmoins, on essaye de fonctionner au sein de ce temps-là, en agile, en boucle, en définissant progressivement comment est-ce qu'on avance durant l'implémentation. Et puis, je parlais de changement culturel progressif tout à l'heure, la grosse difficulté, c'est de savoir psychologiquement arrêter une activité ou déstaffer une activité ou dire l'équipe, maintenant tu t'occupes d'un autre sujet. Ça, c'est quelque chose, objectivement, on a eu du mal, ça s'améliore, mais au début, on avait du mal à faire parce qu'on était toujours, même si on disait on n'est plus en logique projet, psychologiquement, on avait toujours ce réflexe de on a lancé quelque chose, on va jusqu'au bout. Voilà. Donc, il faut sortir de ça. Les prochaines étapes, on a mis en place ce modèle au travers de Control Tower qui était équipé grosso modo avec PowerPoint et puis Jira pour les équipes. Et puis donc progressivement on ajuste nos propres outils d'IT, ce qu'on appelle l'IT for IT, nos outils de mesure de gestion du budget, etc., du suivi du réel, qui, comme vous avez vu, la logique budgétaire elle a complètement changé. Donc on est obligé d'adapter nos propres outils de gestion de l'IT à tout ça. Donc ça c'est ce qu'on va faire d'ici la fin de l'année et l'année prochaine. On a aussi un gros enjeu en fait, d'adapter ces outils au mode de fonctionnement avec des équipes distribuées. Parce que Edouard a parlé de l'Inde, mais moi j'ai aussi le Japon, effectivement, des équipes qui sont réparties entre l'Inde et le Japon et la France. Donc il y a du multisite à gérer, il faut que nos outils supportent ça. Super. C'est la révolution. Ils ne mettent pas beaucoup. On a un axe qui s'appelle excellence et transversalité. Oui, alors à ce propos, on voulait surtout vous parler des chapitres. Tu as introduit tout à l'heure les chapitres. Donc, les chapitres, c'est un ensemble de personnes qui partagent la même compétence. Donc, typiquement, chez nous, c'est soit des développeurs, soit des business analysts, et qui sont regroupés et qui appartiennent physiquement aux différentes squads, qu'on appelle chez nous les équipes. Donc, physiquement, ils sont répartis dans les équipes, mais hiérarchiquement, ils dépendent d'un même chef de chapitre. Donc, on a choisi de les faire dépendre chez Renault hiérarchiquement du chef de chapitre, parce que chez Renault, traditionnellement, il y avait un poids hiérarchique auquel on voulait échapper. Et paradoxalement,
on a profité du fait de ce poids hiérarchique, de dire profitons-en. Le chef, ça a une importance chez Renault, rattachons ces personnes-là au chef de chapitre. Comme ça, quelque part, dans leurs objectifs, dans leur façon de travailler, la compétence comptera beaucoup plus qu'avant. Et donc, effectivement, c'est l'occasion de mieux manager les compétences au sens, ça pousse la capitalisation entre les équipes produits, ça pousse plus facilement qu'avant les échanges de personnes entre les différentes équipes produits, même si ça ne change pas du jour au lendemain. Ça pousse aussi les sujets transverses, c'est-à-dire que les chefs de chapitre, on les a missionnés aussi pour des sujets du type, on pousse les politiques techniques. Par exemple, on a poussé cette année la mesure de l'usage. Voilà, on a implémenté l'outil Matomo à l'échelle pour mesurer l'usage de nos différentes applications. Donc ça s'est fait grâce au chapitre. Il n'y aurait pas eu ces chapitres, ça aurait été beaucoup plus difficile. Voilà, on a aussi une politique de pousser les data dans un data lake. Et donc ça aussi, les chapitres ont un rôle fort, transversal, pour pousser cette politique. Voilà, et puis il y a encore d'autres exemples fonctionnels ou techniques. Voilà, donc chaque membre du chapitre est censé passer 10% de son temps à des activités de type chapitre, c'est-à-dire hors traitement du backlog de sa squad. Voilà. Et donc ce 10%, c'est quelque chose qui, quand il est effectué, marche bien, et néanmoins c'est quelque chose qui demande encore aujourd'hui une forte animation de la part du chef de chapitre, parce qu'on se laisse vite happer par le backlog et par l'opérationnel de l'équipe, de la squad produit. Donc cette animation du chapitre par le chef de chapitre, on remarque qu'elle est très importante, et a fortiori quand dans l'équipe chapitre, dans le chapitre, il y a des internes et des externes. Autant les internes peuvent être vite motivés par le fait d'appartenir à un chapitre, autant pour des prestataires, c'est moins évident. Le prestataire, il se sent, il est mis sur un projet, sur un produit donné, il ne se sentait pas spontanément appartenir à un chapitre. Voilà. Donc on doit ancrer ces chapitres dans la durée. On peut dire que ce n'est pas encore gagné, mais plus le temps passe, plus il y a des succès. Et puis convaincre tout le monde de l'intérêt de ce fameux temps de 10% qui a une valeur ajoutée au final. Moi, ce que j'observe, c'est que ces 10%, finalement, ils ont fait un peu débat au départ, mais ça s'ancre assez bien, puisque finalement, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour le collaborateur du chapitre qui augmente comme ça son excellence technique et puis aussi la connaissance qu'il a des solutions du marché. Et c'est gagnant pour les équipes produits qui sont dans les domaines et qui sont justement staffées par les compétences des chapitres. Voilà. Donc finalement, gagnant-gagnant, chacun a intérêt à préserver ce 10%. Et qui peuvent bénéficier d'une aide inattendue finalement. Merci. On a le volet qui tient vraiment à cœur de tous les coachs, c'est l'amélioration continue. Ouais, ça, c'est pour les coachs. Bon, vu le nombre de coachs dans la salle, on aura peut-être des remarques sur le sujet. Moi, ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là, c'est qu'on est dans une transformation qui est assez majeure de nos modes de fonctionnement et de management, comme vous l'avez compris. Et tout ça s'opère dans une entreprise, Renault, qui se transforme elle-même de manière assez fondamentale. Voilà, donc dans cet environnement qui est quand même assez mouvant, il est absolument hors de question de prendre sur étagère une méthodologie et puis de l'appliquer pour changer nos modes de fonctionnement. Donc d'où l'importance finalement d'oser, de tester, de recueillir du feedback et puis de s'adapter en permanence. Et donc, on a développé ce qu'on a appelé les rétrospectives à tous les étages. Donc, dans les équipes produits, bien évidemment, ça fait partie des basiques d'une équipe produit, mais aussi dans les pratiques qu'on a mis en place au sein d'une direction. Je pense par exemple au dojo agile qu'on a mis en place chez nous, avec les deux Sébastien d'ailleurs. Bon, voilà, on a mis en place ces dojos, on a fait une petite rétro sur le mode de fonctionnement, puis on adapte comme ça ce qu'on délivre à nos collaborateurs. Et on fait des rétros aussi sur le mode de fonctionnement du comité de direction, puisque l'équipe de direction maintenant est organisée aussi en agile, avec son backlog et ses rétrospectives qui entrent dans le backlog du plan de transformation. Voilà. Donc rétrospective généralisée. L'axe d'amélioration, c'est de passer ces rétrospectives à l'échelle. Donc je dis qu'elles étaient généralisées, c'est l'intention qu'on en a. Donc je vais parler des équipes produits, du comité de direction. Maintenant, il faut qu'elles touchent toutes les équipes de management. Et donc pour ça, ce qu'on observe, c'est que finalement, ça se déploie beaucoup plus facilement quand on est accompagné par l'équipe de coach, donc Sébastien et ses collègues. On a plus de mal là où on a moins de coaching. Donc ce qu'on a fait finalement pour essayer de... Alors comme l'équipe n'est pas extensible à l'infini, on le regrette, mais c'est un fait, on a commencé à nommer des ambassadeurs de l'agile au sein de nos équipes pour commencer à déployer ça à l'échelle sans s'appuyer forcément sur l'équipe de coaching. Et on a mis à disposition des équipes un outil d'auto-évaluation de la maturité agile. Alors c'était marrant parce qu'au début c'était pris un peu comme encore un truc qu'il va falloir remplir, donc un peu difficile à déployer. Et puis une fois qu'on a passé ce cap, finalement, ça a été l'occasion pour les équipes
de faire une rétro sous un angle un peu différent de d'habitude, de s'introspecter, et puis d'aller un cran plus loin dans la définition de leur propre plan d'action, après qu'ils les regardent. Et voilà, donc il y avait ce cap à passer, de passer à la vraie auto-évaluation. Merci beaucoup. C'était le dernier des 6 axes. Ces axes, on les a mis dans cet ordre-là parce qu'on avait envie, mais il n'y a aucune importance sur l'ordre de travail. Je vous propose de prendre un pas de recul maintenant. Non. Pour que la direction informatique Renault devienne leader du digital dans l'industrie, c'est son ambition. On a des choses aujourd'hui qui marchent bien chez nous. Le sponsorship du top management, c'est le directeur de l'IT et le directeur général de Renault qui ont lancé les différentes transformations et notamment la transformation agile. Et là, je pense que vous avez envie de réagir. Je peux dire un mot là-dessus, effectivement. Hein. La transformation, comme je l'ai expliqué précédemment, c'est encore une fois, elle a été majeure sur notre mode de delivery et dans le changement de notre pratique managériale. Et donc finalement, c'est une prise de risque aussi assez importante de faire cette transformation assez profonde et assez rapide. Et donc dans ce cadre-là, il était important d'avoir le soutien de notre top management, voilà, pour être sûr qu'on était bien aligné finalement sur les transformations qu'on voulait faire. Et ce support-là, on l'a clairement eu et ça a été un des facteurs clés de réussite. Y compris personnellement de notre directeur général, Thierry Bolloré, et qui l'a tellement pris à cœur que la transformation de l'IT a été pris comme modèle pour lancer un plan de transformation à l'échelle de tous les métiers de Renault, et qui d'ailleurs a été confié au patron de l'IT, qui est devenu patron de la transformation du groupe. On a fait du directeur le honneur de sa transformation. Ça marche bien. Vous êtes bien PO de votre transformation. Alors moi, effectivement, je me suis positionné comme PO au sein de... Alors mon comité de direction est devenu l'équipe de transformation de ma direction, de pilotage de la transformation de ma direction, et je me suis mis comme PO. Donc c'est-à-dire que c'est moi qui priorise les user stories en début de sprint. Voilà, on fait à peu près du Scrum. Et alors, je trouve ça marrant parce que ça me met dans la position du PO avec les satisfactions, comme c'est moi qui j'arrive à prioriser, je dois arbitrer entre les user stories, j'utilise des outils comme mes équipes, donc on se fait la main, non seulement moi, mais mon équipe sur... c'est Jira qu'on utilise comme outil de façon générale, donc comment Jira marche, etc. Donc on est comme une équipe normale, j'allais dire. Et puis j'ai aussi les frustrations du PO en fin de sprint. J'ai pas tout eu ou j'ai pas eu tout là. Donc je vis ce qu'est la vie d'un PO. Et moi, moi je suis pas PO. Moi, je suis pas PO de ma transformation. J'ai voulu essayer autre chose. J'ai voulu tenter un PO collectif. Donc voilà, on s'est déclaré PO entre moi et mon comité de direction. Voilà, donc on traite ça comme ça. Je me suis dit que finalement les risques étaient assez limités parce que si jamais l'arbitrage ne sortait pas du collectif, je pouvais toujours prendre mon rôle de manager et puis arbitrer. Et finalement, ça fait quasiment 1 an que ça dure et j'ai jamais eu à le faire. Voilà, donc moi, je suis assez content de ce fonctionnement de PO collectif. Alors effectivement, j'expérimente pas, tu as raison, Edouard, le rôle du PO. Voilà. J'expérimente autre chose et une autre posture au sein de mon équipe. L'année prochaine, on échangera la façon de faire. En tout cas, le rôle PO est pris des deux côtés. Je vais vous parler de la maturité du dispositif d'accompagnement. On est très lucide là-dessus. En fait, on transforme beaucoup de personnes. Je vous redis le périmètre, 3000 personnes à peu près. Et du coup, il a fallu mettre en œuvre plein d'actions. C'est notamment de construire cette équipe d'accompagnement. Ça prend du temps. Vos coachs vont passer 20% de leur temps à se coordonner et à s'aligner, et 80% seulement de leur temps restant pour accompagner vraiment. Il y a la transformation des comités de direction en équipe agile. Ça prend aussi un certain temps pour arriver à maturité, à fonctionner correctement. Et tout ça, faut le prendre en compte et il faut être lucide là-dessus. Voilà, c'est un type qu'on vous donne et qui marche bien aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend demain? Quand je dis demain, c'est demain, mercredi. On n'est pas sur un futur proche, on est demain. C'est le passage à l'échelle du portfolio management. Aujourd'hui, on a 10-20% des domaines qui sont embarqués dans cette démarche. Ça représente 10-20% des produits et on n'attend pas moins de 100%. Et donc ça va demander aussi un accompagnement fort. Ça nécessite de mobiliser des populations qui gravitent autour, notamment les entreprises architectes, très important pour coordonner la transversalité. Et puis on attend aussi que ça règle certaines relations avec le métier sur la priorisation des produits, etc.
Il y a quelque chose qui est très très important que vous avez mis en avant, c'est la pérennisation de la transformation. L'accompagnement, on sait, la transformation agile, c'est un changement de culture. Donc l'accompagnement, il a un début, une fin, c'est pas infini. Si on veut que ça perdure au-delà de cet accompagnement, il faut qu'on ait créé des ambassadeurs de l'agile à tous les niveaux de l'organisation et des fonctions opérationnelles. Les ambassadeurs de l'agile, qu'est-ce qu'on leur demande? On leur demande pas de devenir coach, on leur demande de partager un vécu agile, d'inspirer par leur succès et d'avoir des points de vigilance qu'ils peuvent partager. Et la collaboration totale avec le métier. Aujourd'hui, on construit, on vous a dit, hein, le PO est côté métier, donc on co-construit bien les produits avec le PO. Maintenant, la hiérarchie du PO, faut aussi l'embarquer. On achète un hameçon et puis on tire. Voilà. J'ai un dernier élément à vous partager en vous proposant de prendre encore un pas de recul. C'est la vision du groupe Renault. La vision du groupe Renault, c'est assurer une mobilité durable pour tous, aujourd'hui et demain. Waouh! Et bien ça passe par une étape qui est la transformation agile à l'échelle de 180 000 personnes. 180 000 personnes, qui est un plan qui a commencé là, courant 2019, et sur lequel je vous propose peut-être de vous faire un retour d'expérience l'année prochaine, au prochain Agile en scène. C'est le moment où je vous remercie.